Nous allons parler des appels au boycott des produits français dans le monde musulman. Quelles sont les conséquences qu'on peut avoir avec notre invité, Mamadou Diouf? Bonjour. Bonjour. Et vous étiez là l'autre fois. On a parlé de ces appels au boycott des produits français. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences qu'on peut avoir tant au niveau de la France qu'au niveau des pays musulmans qui adoptent ce genre d'attitude? C'est très tôt pour faire un bilan puisque le boycott vient juste de commencer. Ce qui est sûr, c'est que le boycott est en train de prendre de l'ampleur, alors qu'au départ, à part le président Erdogan, le président turc, puisqu'on en parlait quand on parlait de la relation entre la France et la Turquie, dans les autres pays, c'était plutôt dans les réseaux sociaux qu'il y avait eu cet appel au boycott. Mais de plus en plus, il y a un certain écho par rapport à ce boycott dans certains pays. Quand vous prenez un pays, par exemple, comme le Qatar, vous avez deux grandes structures de grande distribution qui ont décidé de retirer les produits français de leur rayon. Il s'agit de El Mera et de Souk Al-Baladi. Quand vous prenez le Koweït, vous avez 60 coopératives qui ont décidé de retirer les produits français au niveau des rayons. Vous avez là-bas 450 agences de voyage qui ont décidé de suspendre toutes les réservations à destination de la France. Donc c'est une chose qui commence. La question qu'il faut se poser, c'est jusqu'où ça va aller. Parce qu'à part quelques pays où vous avez un discours officiel, jusqu'à présent, ce ne sont pas les pays musulmans de façon officielle qui demandent cela. Ouais. C'est les musulmans à l'intérieur de ces pays qui le demandent. Et parmi ces pays musulmans, il y en a où l'autorité, pour le moment, officiellement, n'a rien dit. Il y a des pays qui ont réagi, le Maroc, la Mauritanie, l'Iran, la Turquie, le Qatar, le Pakistan, le Koweït, etc. Mais il y a beaucoup d'autres pays où, pour le moment, on n'a pas encore réagi par rapport à cette question du boycott. Donc, il est encore tôt pour faire le bilan. Mais je crois que ça peut faire mal, puisque le président français a fait un tweet en arabe, ce qu'il n'a jamais fait, pour un peu baisser la tension. C'est pour éteindre le feu, peut-être. Le ministre des Affaires étrangères est en train de travailler pour demander au pays de ne pas laisser les gens continuer dans le sens de ce boycott, puisque, quoi qu'on dise, si tous ces pays s'organisent pour un véritable boycott, il y aura nécessairement un impact sur l'économie française. Vous avez parfaitement raison, parce que quand on prend un pays comme l'Algérie, c'est le chef du parti algérien islamiste, Front Justice et Développement, Abdallah, qui aussi appelle au boycott. Jusqu'où, vous l'avez dit, ces appels peuvent aller? Mais ça peut aller loin. Ce n'est pas lui seul, parce que le Haut Conseil islamique d'Algérie également a dénoncé les caricatures. Parce que les gens mettent les deux choses ensemble. Les gens dénoncent les caricatures. Ça crée même actuellement des problèmes de politique interne. Parce que les gens réclament que les gens dénoncent la France. Pas qu'on boycotte seulement. Vous avez le cas du Sénégal où on dit au président Macky Sall, mais c'est toi qui avais dit que tu étais Charlie. Aujourd'hui, il faut dire que tu es Mohamed. Parce qu'on ne peut pas comprendre, tu es musulman, tu avais dit que tu es Charlie. Ouais. Aujourd'hui, on veut t'entendre dire que tu es Mohamed, comme c'est Mohamed qui est en train d'être insulté. Ouais. C'est le même problème avec le président ivoirien. On a vu dénoncer le fait qu'on ait tué l'enseignant. On ne l'a pas vu se prononcer sur la question des caricatures. Quand les journalistes français ont insisté, il a préféré refuser catégoriquement même de se prononcer sur ces questions lors de l'interview qu'il a eue avec une radio et une télévision internationale. Donc ça pose même un problème de politique intérieure aujourd'hui. Vous avez une opinion publique musulmane qui commence à demander aux autorités des pays dans lesquels ils sont de prendre leurs responsabilités. D'autres prennent le devant. Au Sénégal, une organisation, une ONG qui s'appelle Jamra, est allée déposer une lettre de protestation au niveau de l'ambassade de France. Le Sénégal est organisé avec les familles confréries, comme on les appelle. Si vous allez au Sénégal aujourd'hui, tout le Sénégal a dénoncé la France. Parce que Kaolack, Touba, toutes ces grandes familles religieuses, comme on les appelle, Tivaouane, ont dénoncé les caricatures. Certains même ont appelé à ce qu'on boycotte les produits français. Mais ce n'est pas encore la voix officielle du Sénégal. Maintenant, ces gens ont des impacts. En Algérie, ça peut avoir un impact. Il faut se rappeler ce qui s'était passé au Maroc. C'est au niveau des réseaux sociaux qu'il avait été demandé que les produits français, en particulier le lait Danone, soient boycottés. Et le boycott avait très bien marché au point que Danone avait eu des problèmes. Et Danone a été obligé de réduire le prix de son produit. Bon, c'est pourquoi j'ai dit c'est le départ. Jusqu'où ça va aller, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, si les réseaux sociaux, les organisations islamiques qui sont au devant de ce boycott continuent cette campagne, ça peut faire des effets sur un certain nombre d'entreprises
française. Mamadou, ces personnalités, ces sociétés sont-elles représentatives aujourd'hui? Parce que à part le président turc Recep Tayyip Erdogan qu'on a vu, ces sociétés, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, ne sont pas aussi la voix de ces peuples. Les politiques n'ont pas parlé. Elles sont représentatives aujourd'hui? Mais bien sûr, ça dépend des pays. Quand on prend le Bangladesh, quand ils ont marché, il y avait plus de 40 000 personnes dans la rue. Oui. Ben, si ces 40 000 personnes respectent le boycott, même si le président n'a rien dit, vous voyez l'effet que ça fait. Oui. Quand vous prenez le cas de l'Algérie, c'est vrai que pour le moment, c'est un parti qui le demande, mais le Haut Conseil islamique de l'Algérie, c'est quand même la structure représentative des musulmans au niveau de l'Algérie. Si je reviens sur le cas du Maroc, le boycott de Danone n'avait rien à voir avec des autorités sur le plan officiel. C'est les Marocains eux-mêmes qui ont décidé de boycotter Danone avec 2 autres services. Et ça a marché. Au contraire, les autorités marocaines étaient gênées parce que tout le monde connaît la proximité qu'il y a entre le Maroc et la France. Et finalement, c'est les populations qui ont posé leurs problèmes, qui ont résolu leurs problèmes. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria tout récemment avec la force spéciale. C'est des réseaux sociaux qu'on a obligé l'administration du Nigeria à dissoudre cette force spéciale contre les vols à cause des exactions que cela faisait. C'est pourquoi j'ai dit c'est encore tôt, parce qu'on est juste dans quelque chose qui a été lancé, qui commence effectivement à prendre de l'ampleur, à toucher un très grand nombre de pays. Et en fonction des pays, vous avez des voix, parce que quand je prends le cas du Sénégal, quand ces familles religieuses donnent un ordre, mais il est clair que l'ordre va être respecté. Parce que ceux qui respectent sont des disciples. Ce n'est même pas des militants de parti, c'est des disciples. Et c'est valable également pour un certain autre nombre de pays. C'est vrai que les réalités ne sont pas exactement les mêmes dans tous les pays. Comment la France réagit? Et on va être en même temps dans l'extrapolation. Comment la France peut réagir lorsque ces appels sont aussi fréquents? Il y a plusieurs types de réactions. Il y a la diplomatie qui refait son travail en haut comme sous les tables, parce que c'est comme ça que ça se fait. On voit que le discours baisse d'intensité. Vous avez le président du MEDEF qui, lui, maintient la pression. Le MEDEF, c'est à la limite une partie du patronat français, parce que ce n'est pas le seul syndicat du patronat. Lui, il dit il faut qu'on garde nos principes, c'est-à-dire qu'on continue avec les caricatures. Et il dit clairement il faut qu'on fasse passer nos principes avant nos affaires. Oui. Mais combien de personnes vont le suivre dans ce qu'il dit? Parce que dans ce boycott, c'est celui qui subit le boycott qui va payer les pots cassés. Ce n'est pas exactement l'État français qui directement va payer les pots cassés, bien que ça pourrait toucher à l'économie française de façon générale. Cela aurait touché l'État français si les opinions publiques musulmanes étaient suffisamment organisées pour qu'en faisant pression à l'intérieur de leur pays, qu'ils parviennent à obliger leurs États à rompre un certain nombre d'accords qu'ils ont signés avec la France, à renoncer à des marchés, surtout sur le plan de l'armement, etc. Mais en ce moment, l'impact sera extraordinaire, mais on n'est pas encore à ce niveau pour le moment. C'est les populations, c'est les associations, c'est même les imams dans les mosquées qui donnent des mots d'ordre de boycott. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Vous avez parlé de l'impact. Quel pourrait être l'impact surtout économique? Sur le plan économique, ça dépendra de l'ampleur du boycott. Ça dépendra également des produits qui sont boycottés. Puisque pour le moment, une bonne partie des produits qu'on retrouve dans beaucoup de pays, si ça reste seulement à des questions d'alimentation, du beurre, du lait, l'impact ne sera pas extraordinaire. Imaginez si on commence à boycotter l'automobile. Qu'on dise aux gens, n'achetez plus les voitures de marque française. Parce que ça, c'est les personnes. Oui. Ce n'est pas nécessairement les États. Imaginez qu'on dise boycotter les hydrocarbures made in France. Parce que tout ça, les populations peuvent le faire et les populations n'ont pas besoin des États pour le faire. Et les États sont incapables d'empêcher aux populations de le faire. Mais progressivement, de marché en marché, ça va devenir quelque chose de considérable. Mais le vrai marché qui peut vraiment faire mal, c'est celui de l'armement, c'est celui de la technique, etc. Alors que ce marché n'est pas véritablement entre les mains des populations et des organisations qui réclament ce boycott. C'est là où peut-être la France peut être tranquille, mais certaines filières économiques de la France, où l'achat revient aux citoyens tout simplement, si le boycott marche dans ces filières-là rencontreront nécessairement des difficultés. Et pour vous, c'est un enjeu davantage politique qu'économique?
Mais c'est plus politique qu'économique. Parce que pour qu'il soit un enjeu économique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les gros marchés qu'il faut toucher. C'est les gros marchés qu'il faut toucher. Et les populations ne touchent pas aux gros marchés. Quand la France a des marchés de construction dans nos pays, quand la France est dans les systèmes bancaires dans nos pays, c'est pas les populations. Les populations ne peuvent pas toucher à ça. Ouais. Le marché de l'armement, il n'y a pas de population quand même qui achète des chars de combat, des hélicoptères, etc. Alors que là-bas, si on touchait à ce marché, immédiatement, on va voir les conséquences. Parce que là-bas, c'est immédiatement plusieurs dizaines de milliards de francs sur un seul contrat. Certains même commencent à en parler en disant qu'il faut que les pays du Moyen-Orient surtout les pays du Golfe, puisque c'est eux qui consomment les armes françaises, que ces pays-là aillent dans le sens de rompre les contrats. Mais pour le moment, quand vous regardez dans ces pays, officiellement, même si certains pays ont dénoncé les caricatures, ces pays n'ont pas encore pris position officiellement pour le boycott de cet aspect de l'économie française. Donc pour le moment, vous avez des populations musulmanes qui se sont senties agressées, qui n'ont comme moyen de répondre à l'agression que de boycotter le produit français qui est en face de lui, parce que sa capacité ne dépasse pas cela. Et malheureusement, une bonne partie des pays musulmans ne sont pas dans des espaces démocratiques où l'opinion publique, son avis, est tenu en compte par les gouvernants. Mamadou, selon vous, comment apaiser les esprits? En fait, la façon la plus simple, c'est que Macron accepte de revoir son discours. Parce que quoi qu'il en soit, vous insultez le père de quelqu'un et vous lui dites la prochaine fois, je l'insulterai encore. Ben, si vous dites à cette personne-là, vous voulez qu'on apaise les choses, je ne crois pas qu'il y aura apaisement. Et malheureusement, c'est lui qui a mis l'huile sur le feu. Puisque dans un premier temps, les gens étaient plutôt allés dans le sens de dénoncer ce que le jeune musulman Tchétchène a fait, en considérant que même s'il y a insulte, effectivement, ce n'était pas la bonne voie pour résoudre un tel problème. Mais après, quand le président a dit aux gens insulter, bon, les gens ont dit, mais attendez, insulter, c'est insulter des centaines de millions de musulmans à travers le monde. Il faut qu'il accepte de dire aux gens, mais attendez, c'était ça notre culture à la française, on va peut-être revoir un certain nombre de choses. Et ils l'ont déjà fait. Charlie, qui est à la base de tout ça, Charlie a été interdit en France en 1970 parce qu'ils avaient caricaturé De Gaulle. En quoi De Gaulle est un symbole plus important que Mohammed pour les musulmans. Ils ont été interdits également parce qu'ils en étaient pris à la femme de Pompidou. Et c'est en France, ce n'est pas ailleurs. Et pourquoi les encourager quand ils s'en prennent à la croyance des autres? Ça, les musulmans à travers le monde ne l'ont pas compris. Pour apaiser la situation, il faut qu'ils le fassent comprendre aux musulmans. Changer de discours, cela n'implique pas qu'il faut aussi cautionner des actes criminels? Non, il n'a jamais été question de cautionner un acte criminel. Même ceux qui demandent le boycott des produits français ne cautionnent pas le crime qui a été posé par ce jeune Tchétchène. Mais comme ils disent, on ne peut pas dire aujourd'hui je suis Charlie parce que je suis contre cette action criminelle et me taire devant des insultes contre le prophète. C'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Et c'est là où les dirigeants des pays musulmans ont des problèmes, parce qu'ils veulent condamner l'acte, mais ils ont du mal à condamner Charlie. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux se sont tus, en attendant peut-être de voir quelle sera la réaction au niveau de leur opinion publique avant de donner une position. Dans les pays où ça a commencé à bouger, l'État a rapidement pris position pour être du côté de sa population et éviter qu'un problème qui s'est déroulé en France se traduise chez eux en matière de politique intérieure par des problèmes avec l'État, alors que l'État n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, de façon générale, quand vous regardez les organismes islamiques à travers le monde, les organismes dénoncent à chaque fois tous les attentats. Pas celui-là seulement. Mais tout en dénonçant les attentats, ils disent aux gens, parce que même c'est ce que le président turc a dit, on a déformé ce qu'il a dit. Il a dit, mais comment Macron peut être président de la France? Dans cette même France, il y a des millions de musulmans. Dans cette France, on insulte les musulmans. Au lieu de dire aux gens ne les insultez pas, il dit aux gens insultez-les encore. C'est pourquoi il pose ce problème il faut qu'il aille à l'hôpital pour faire une sorte de check-up sur le plan mental pour qu'on voit est-ce qu'il est normal ou pas. Ce n'est pas pour dire que c'est un malade mental, non. C'est pour dire mais comment il réfléchit pour pouvoir avoir des millions de Français sur son territoire, des millions de musulmans sur son territoire et vouloir demander qu'on insulte ces gens-là qui sont sur le territoire. Et certains parmi eux, il ne faut pas l'oublier, sont des citoyens français. Ce ne sont pas
les étrangers. Tout est parti des investissements, si on peut le dire, entre les deux présidents. Vous pensez que pour trouver un point d'apaisement aussi, il faut passer toujours par des discussions entre les deux présidents? Et non, comment ça peut se faire? Ah non, c'est fini. Ce n'est plus une affaire France-Turquie. C'était une affaire France-Turquie quand nous en parlions ici sur Décryptage, parce qu'à l'époque, c'était surtout la France et la Turquie avec un échange de mots qui n'était pas très agréable. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire France-Turquie. C'est une affaire du monde musulman de façon générale qui considère que Macron est en train de se moquer du monde musulman. Donc, j'avais dit ici à l'époque que le président turc a quelque chose à gagner là-bas en termes de leadership à l'intérieur du monde musulman. Effectivement. Alors que ça, c'est ce qu'il cherche. Et cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en France. Mais aujourd'hui, il l'a gagné puisque tout le monde reconnaît le président turc comme étant le président exemplaire et les gens critiquent leur propre président parce qu'ils considèrent qu'on ne les a pas vus réagir à la hauteur de ce qui s'est passé en France. Donc dans le monde musulman aujourd'hui, Erdogan est en train de renforcer cette posture de leadership au niveau de l'univers musulman. Et quel sera le rôle de l'Union européenne, le rôle également du reste du monde musulman qui, pour le moment, n'appelle pas au boycott, qui est peut-être modéré? Il y en a déjà qui commencent à dire de faire attention. Il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quand même qui commencent à appeler les gens à l'apaisement en disant, mais même pour manifester, mais si vous manifestez, faites-le de façon pacifique. Il n'y a pas de quoi créer un problème. Ces choses se passent dans un pays. Ce pays a des lois. Les lois de ce pays l'acceptent. Vous ne pouvez pas, à partir de votre pays, dire à un autre pays de changer ses lois. Et quand on le dit, c'est un discours également qui est acceptable. Et aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train également de vouloir apaiser ceux qui contestent. C'est parce que ces pays ont des relations politiques avec la France. Ce n'est pas seulement des relations économiques. Ça gêne la France, ça gêne le pays dans lequel on manifeste, où aujourd'hui le président Macron est piétiné, ses affiches sont piétinées, le drapeau français est brûlé. Même pour la France, d'un point de vue géopolitique, c'est un véritable coup que la France est en train de prendre à côté de l'aspect économique qu'on ne mesure pas pour le moment. Donc la France a intérêt à baisser le ton, ça a été déjà fait. Le problème, c'est que la France a provoqué les radicaux. C'est ce que dit d'ailleurs le président tchétchène. Lui, il a dit aux gens, mais attendez, c'est comme si Macron veut pousser les musulmans à faire des crimes, ce qui va lui permettre d'avoir raison dans son pays parce qu'il a son problème à régler avec Marine Le Pen pour pouvoir avoir l'électorat français. Mais il n'y a pas de quoi transformer tous les musulmans en des diables. Ils ne le sont pas. Il suffit que la France parle en faisant la part des choses entre ces criminels qui sont des terroristes et les musulmans de façon générale qui ne le sont pas. S'ils acceptent de faire la part des choses, ils peuvent apaiser cette situation. Mamadou Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie. On marque une petite pause et on revient avec l'invité du jour.